Avant d'entamer l'examen de ce rapport, je voulais simplement vous assurer, Monsieur le Ministre, que nous avons peut-être un point commun. Vous êtes docteur de l'Université de Poitiers. Votre frère vient de soutenir récemment sa thèse à l'Université de Poitiers. Et c'était mon premier établissement d'affectation en tant que professeur agrégé. Autrement dit, je suis très heureux de voir qu'un docteur de l'Université de Poitiers arrive aux responsabilités que vous avez. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Alors, j'ai écouté avec attention votre discours liminaire. J'ai pris connaissance évidemment de votre rapport. Et je vais commencer par un point très positif, dans la mesure où c'était un des éléments essentiels qui était avancé en 2012 lors de la présentation de votre précédent rapport, à savoir l'absence de définition de la torture dans votre droit pénal et des peines qui devaient y être associées. Vous avez, et ceci figure désormais dans votre code pénal, une définition à l'article 198 de ce code pénal, définition qui reprend tous les éléments de notre convention, de l'article 1 de notre convention. Autrement dit, vous avez intégré cette première définition qui figure dans le texte conventionnel, dans votre droit interne, et je tiens ici à féliciter le Togo dans la mesure où vous n'avez pas cherché à revoir la définition donnée, vous avez repris celle-ci de manière complète avec tous les éléments qui étaient attendus. Autrement dit, je crois qu'il faut ici souligner cette avancée considérable, cette avancée législative importante. Néanmoins, il y en a une qui fait défaut. Vous êtes juriste, vous savez qu'un code pénal sans un code de procédure pénale pensé en parallèle pose des difficultés, notamment dans le cadre de la définition des procédures qui devront être suivies en vue de pouvoir mettre en œuvre les différentes incriminations qui figurent dans le code pénal. Et là, ce code de procédure pénale, nous l'attendons. Il y a actuellement un code de procédure pénale qui date de 1983. Néanmoins, il ne permet pas, en tout cas de son état actuel, ne permet pas d'intégrer toutes les avancées qui ont été proposées dans le code pénal. Alors ici, je souhaiterais savoir, parce que vous avez dans votre rapport et dans votre propos liminaire d'ailleurs aussi, avancé à plusieurs reprises que ce code de procédure pénale avançait, que la discussion avançait. À titre personnel, j'ai cherché l'avant-projet en vain. Je ne sais pas où est-ce que cet avant-projet en est. Je ne sais pas quelles sont les dispositions de ce code de procédure pénale qui permettraient quand même de remettre en discussion un certain nombre de critiques qui avaient pu être formulées déjà lors de votre précédent rapport. Autrement dit, je voudrais ici avoir vraiment un état des lieux complet de ce travail législatif. Est-ce que vous avez avancé dans le cadre de l'adoption de ce code de procédure pénale? Je vous pose cette question parce que dans le cadre des questions qui vous avaient été posées avant la présentation de votre rapport, nous avions demandé, notamment au regard des garanties juridiques fondamentales, nous avions demandé de nous donner des renseignements sur les mesures et les procédures qui avaient été mises en place pour garantir en pratique à toute personne privée de sa liberté le droit d'être informée dans un délai, sans délai, du motif de son arrestation, des accusations portées contre elle dans une langue qu'elle comprend, le droit de consulter un avocat de son choix, le droit de bénéficier. Bref, je ne reprends pas ici la liste des différentes garanties juridiques fondamentales sur lesquelles nous vous demandions des précisions, mais dans vos réponses, j'ai été surpris. Tout d'abord parce qu'on vous demandait ici des mesures concrètes et des procédures précises, et vous nous avancez dans le cadre de votre rapport au paragraphe 12 à 17 qu'il y a des formations qui sont faites dans les écoles de police, et je cite votre rapport parce que la phrase ici pose un problème. Des formations sont faites dans les écoles de police et de gendarmerie pour l'application du code de procédure pénale qui contient certains de ces droits. Autrement dit, le code de procédure pénale, vous en convenez, ne contient pas tous les droits. Donc c'est là le problème. C'est là où il faut impérativement accélérer le processus d'adoption de ce code de procédure pénale pour intégrer tous les droits. Mais un peu plus loin dans votre réponse, on arrive sur ce projet de code de procédure pénale, et là, vous nous dites qu'il y a des garanties qui y sont prévues aux articles 91 à 99, mais elles ne le sont pas complètement. Le choix du médecin est laissé au procureur de la République, c'est ce que vous nous dites. La présence de l'avocat n'est requise que lorsque l'officier de police judiciaire prend la décision d'une mesure de garde à vue à l'encontre de la personne interpellée.
La présence de l'avocat peut être différée sur décision du procureur de la République pour des motifs tenant à la nécessité de l'enquête, voire à la nature de l'infraction en cause. Autrement dit, il y a des droits, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. Donc là, c'est encore une fois lié à l'absence de possibilité que j'ai eue de pouvoir consulter ce code de procédure pénale, ou du moins ce projet. Donc je voudrais ici que vous reveniez sur ces différents éléments pour que nous puissions comprendre un petit peu où en est à l'heure actuelle, en l'état actuel du droit, le respect de ces garanties juridiques fondamentales. D'autant plus que dans votre réponse, vous nous dites, concernant le droit de consulter un avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix, d'être informé sur l'accès à l'aide juridictionnelle et de communiquer avec une personne de sa famille ou un proche pour les nationaux, ou d'informer la représentation diplomatique de son pays d'origine pour les étrangers, ils ne sont pas systématiquement respectés. Autrement dit, vous nous dites dans un premier temps que le droit n'est pas complet, et que dans un deuxième temps, que même s'il n'est pas complet, les quelques garanties qui existent ne sont pas respectées. Donc là, je trouve qu'il y a peut-être des éléments à apporter au comité de façon à ce que l'on puisse ici apprécier le respect de manière générale de ces garanties juridiques fondamentales. Ensuite, je vais revenir ici sur d'autres points qui ont été relevés à plusieurs reprises dans le cadre des précédents dialogues et qui, malheureusement, n'ont pas donné lieu à de véritables améliorations. Tout d'abord, le registre de détention. Alors ici, et ça a été relevé d'ailleurs par de nombreux rapports de la société civile, il y a un manque de rigueur généralisé dans la tenue des registres de détention. En effet, l'information qui concerne des détenus est souvent consignée dans différentes catégories de registres sans véritablement avoir ici une source unique qui permettrait d'établir avec certitude la détention, la non-détention, la situation de chaque personne privée de sa liberté. Donc là, il y a ici quand même une lacune importante qui se trouve aggravée peut-être par le fait qu'il n'y a aucune mention des visites qui peuvent être faites par les avocats, par les proches, sur l'état de santé même de certains détenus. Donc là, je crois qu'il faut impérativement travailler là-dessus, tout simplement parce que, au regard des garanties qui sont énoncées dans votre droit actuel, eh bien, ce registre de détention doit être conforme à certaines d'entre elles, et notamment lorsqu'il y a différents transferts hospitaliers ou pénitentiaires, il doit y avoir une mention obligatoire, c'est votre droit qui le dit, et ça n'est pas en pratique respecté. Ensuite, concernant la durée de la garde à vue et de la détention préventive. Alors sur la détention préventive, je laisserai principalement mon collègue Claude Heller en parler, dans la mesure où il va y avoir ici un lien direct avec les conditions de détention. Néanmoins, concernant la durée de la garde à vue, votre actuel code de procédure pénale, l'article 52 pour être plus précis, prévoit que la durée de la garde à vue est de 48 heures. Ce délai peut être prolongé de 48 heures supplémentaires par autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et peut encore être augmenté de 24 heures si l'arrestation est opérée hors du siège du ministère public, temps nécessaire à la conduite de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent. Autrement dit, il y a une durée de garde à vue qui est extrêmement longue, qui peut être extrêmement longue, et qui, au regard des garanties qui sont ici énoncées, n'est pas véritablement respectueuse des droits de la personne gardée à vue. C'est-à-dire que les décisions de prolongation de la garde à vue sont prises sans véritablement indiquer les critères, les motifs, et on le voit, il y a quand même ici un risque d'arbitraire dans le cadre de la décision qui pourrait être prise. Donc là, je crois qu'il faudrait ici nous préciser comment, en pratique, c'est réalisé, tout simplement parce qu'on le voit dans de nombreuses situations qui ont été rapportées au comité. Des prolongations se sont faites sans autorisation officielle, sans qu'un contrôle puisse être fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les registres ne sont pas effectivement tenus correctement, sans qu'il y ait indiqué, dans certains cas, le début de la garde à vue, la durée de celle-ci et la fin supposée de cette même garde à vue. Autrement dit, il y a ici un certain nombre d'éléments factuels qui montrent que la prolongation et parfois même les décisions de suspension de garde à vue ne sont pas conformes au droit national et encore moins aux garanties que la Convention impose. Ensuite, concernant le droit à un examen médical, vous savez que dans le cadre de notre Convention, bien entendu, il s'agit de prévenir les mauvais traitements dans le cadre d'une mesure privative de liberté. Si une personne arrive dans le cadre d'une garde à vue en particulier avec un état de santé qui nécessite une visite médicale, celle-ci doit pouvoir en demander immédiatement la réalisation avec
et c'est ce que nous demandons le plus souvent, la possibilité pour elle de choisir le médecin de son choix. Alors ici, le problème, c'est que dans les commissariats de police et dans les postes de gendarmerie, il n'y a pas de registres médicaux et nous n'avons pas ici, je dirais, d'éléments. Alors ça a été repris dans votre rapport, mais à travers simplement cette garantie générale, l'individu a le droit de pouvoir bénéficier d'un examen médical. Mais en pratique, on se rend compte que ce n'est pas effectif. Ce n'est pas effectif dans la mesure où il y a ici, eh bien, des refus qui sont souvent opposés, ou je dirais même pas des refus, c'est-à-dire que la personne aura beau demander une visite médicale, elle ne pourra pas en bénéficier dans la mesure où aucune suite ne sera donnée. Autrement dit, le refus est tacite, mais je dirais que le résultat est le même. Donc là, j'aimerais aussi avoir, concernant la réalité de ce droit à un examen médical, des éléments d'information de votre part. Ensuite, toujours dans le cadre des garanties juridiques fondamentales, le droit d'informer une tierce personne de sa détention et le droit de visite dans les lieux de privation de liberté. Alors, là encore une fois, c'est une garantie qui est essentielle, c'est-à-dire qu'une personne privée de sa liberté doit pouvoir avertir une personne de son choix de façon à ce que l'information, enfin en tout cas la situation plutôt de l'individu puisse être connue de ses proches ou de son avocat. Là encore une fois, dans le cadre de vos réponses, il n'y a pas eu d'éléments précis sur la réalité de cette garantie, tout simplement parce qu'il y a ici, je dirais, des pratiques qui varient d'un commissariat à l'autre, d'une gendarmerie à l'autre, d'une prison à l'autre. Monsieur Heller y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire que nous n'avons pas, et encore une fois, faute de registre, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque dans le cadre du registre, nous ne retrouvons pas les différentes informations liées aux informations, enfin aux liens qui auraient pu être pris par la personne privée de sa liberté dans le cadre de sa détention, eh bien, ça soulève ici une véritable difficulté. Ensuite, et lorsque on prend ici d'autres sources, le SPT a effectué une visite en 2014 au Togo et, et dans le cadre de sa visite, celui-ci avait rencontré un certain nombre de personnes privées de leur liberté et notamment des ressortissants étrangers. Il est apparu, et là encore une fois c'est une garantie essentielle dans la mesure où la personne étrangère est livrée à elle-même dans un état qui n'est pas le sien, et elle a le droit de pouvoir bénéficier de l'assistance consulaire de son état de nationalité. Et dans le cadre d'un certain nombre de situations, le SPT avait pu relever que ce droit à l'information consulaire n'avait pas été respecté, c'est-à-dire que les détenus ressortissants d'États étrangers n'avaient pas eu la possibilité, d'une part, d'être informés de ce droit à l'information consulaire, c'est l'article 36, paragraphe 2, lettre B de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et n'avaient pas non plus pu bénéficier de cette même assistance consulaire de la part de leur autorité consulaire de nationalité. Donc ça soulève ici une difficulté, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi elles peuvent être, enfin elles sont privées de leur liberté et se retrouvent dès lors dans une situation problématique. Ensuite, le droit à un avocat. Alors, le droit à un avocat, à tous les stades de la procédure, c'est une garantie qui a évolué et qui désormais semble acceptée. C'est-à-dire que la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue est assurée, également dans le cadre de votre procédure, mais dans le cadre de la procédure et de l'enquête préliminaire, l'article 3 l'alinéa 3 de l'article 16 de votre Constitution affirme la chose suivante: tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire. Alors ici, c'est donc une garantie constitutionnelle, mais dans le code de procédure pénale actuel, je n'ai pas retrouvé l'équivalence. Autrement dit, la garantie est constitutionnelle, mais sur le plan procédural, elle ne semble pas être susceptible d'être appliquée. Et d'ailleurs, dans le cadre de plusieurs rapports alternatifs d'organisations non gouvernementales, on a pu prendre connaissance de certaines situations dans lesquelles des personnes avaient été arrêtées, interrogées et parfois même jugées sans aucune représentation légale. Alors, ici, par exemple, nous avons une situation qui est évoquée dans un rapport d'organisation non gouvernementale. Monsieur Messane Kouévigan
Monsieur Teirou Ilyasu, Monsieur Aondo Koku Aoute et Monsieur Adakanu Nubu Kpo, excusez-moi pour la prononciation, ont été arrêtés le 29 décembre 2017. Ils ont été gardés à vue à la direction centrale de la police judiciaire. Ils ont été interrogés, présentés au juge ce même jour et jugés le 20 janvier 2019, d'après ce qui est affirmé ici, sans avocat. Alors il y a d'autres noms qui peuvent être ici mentionnés, je ne vais pas revenir sur tous ces cas individuels. Néanmoins, on relève ici quand même, dans le cadre de certaines procédures, eh bien, des interrogatoires, des détentions, des jugements, sans que les individus aient pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il y a même certains cas dans lesquels nous avons pu voir des condamnations à 2 à 5 ans de prison ferme, sans qu'il soit ici, encore une fois, possible de constater la présence de l'avocat. Donc là, j'aimerais avoir votre réaction sur ces situations. Est-ce que vous les considérez normales? Est-ce que des mesures vont être prises pour remédier à ces condamnations, dans la mesure où là, évidemment, elles posent ici une grande difficulté? Ensuite, je voudrais venir sur l'aide juridictionnelle. Dans le cadre de votre rapport périodique, et ça faisait suite à une question qui vous avait été posée sur ce sujet, vous nous faites état de projets de décrets d'application déjà élaborés en ce qui concerne le mandat, le fonctionnement et la composition du Conseil national d'aide juridictionnelle. Et vous précisez également un amendement de la loi du 24 mai 2013 a été proposé pour la rendre plus facilement applicable. Alors j'aurais voulu savoir où en était le processus de réforme de cette aide juridictionnelle et surtout savoir si aujourd'hui cette aide juridictionnelle est effective au Togo et permet dès lors aux personnes qui n'en auraient pas les moyens financiers de pouvoir néanmoins bénéficier d'une assistance prise en charge par un système public tel qu'il est présenté dans le cadre de vos réponses. Alors j'en viens maintenant à d'autres questions sur d'autres sujets. Et là, peut-être un peu plus grave, dans le sens où là, nous allons avoir à faire face à des allégations de mauvais traitement, des allégations d'actes de torture. Alors, le comité n'est pas une juridiction, le comité est un comité conventionnel qui a en charge la surveillance de la bonne application et du respect par les États des obligations conventionnelles auxquelles ils ont accepté de se conformer. Néanmoins, dans le cadre de nos fonctions, on doit aussi accompagner et demander ce que l'État a à répondre d'un certain nombre de situations dans lesquelles il est manifeste que les droits des individus n'ont pas forcément été respectés. Alors, je vais revenir ici donc sur des allégations de torture et de mauvais traitement qui sont attribuées par de nombreux rapports de la société civile à la police et à la gendarmerie. Et là, commençons par ce qui a été déjà porté à votre connaissance en 2014 lors de la visite du SPT. Lors de sa visite au Togo, en effet, le SPT a relevé sur le terrain des allégations de torture par la police et la gendarmerie. Dans plusieurs rapports qui ont été présentés, certaines organisations non gouvernementales ont affirmé la même chose et ont ainsi pu notamment identifier de nombreux cas particuliers. Alors ces rapports, vous les connaissez, vous avez pu en prendre connaissance, et il y a donc ici un certain nombre de situations sur lesquelles je vais revenir et sur lesquelles je vous demanderai également d'apporter des précisions sur les mesures qui ont été effectivement prises au niveau national. Je peux commencer dans un premier temps par un cas. C'est celui de Madame Cécile Mélé, qui est avancé dans 2 rapports qui nous ont été remis. Cette personne a été arrêtée le 7 septembre 2017, et elle a été rouée de coups et traînée à terre jusque dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire par environ une dizaine de policiers et gendarmes. Alors, elle avait pris part à une manifestation de la coalition de l'opposition. Néanmoins, lorsqu'elle est arrivée au commissariat, évidemment, son état était assez inquiétant. Il y avait des plaies sur le corps et, en particulier, il y avait évidemment des fractures ouvertes. La victime a déposé plainte le 27 juillet 2018 et jusqu'à présent, il n'y a eu aucune suite à cette plainte. Alors d'autres cas similaires à cette situation de Madame Cécile Mélé ont été avancés, avec à chaque fois une plainte et une absence de réaction de l'autorité judiciaire. Donc là, j'aurais voulu avoir des explications
et surtout des informations concernant toutes les situations individuelles qui ont été avancées. Ensuite, il y a un service qui est également pointé du doigt. C'est le service central de recherche et d'investigation criminelle. Dans beaucoup de cas rendus publics, plusieurs personnes ont été, d'après leurs affirmations, arbitrairement arrêtées lors de manifestations et conduites au service central de recherche et d'investigation criminelle. De nombreuses personnes affirment avoir subi des mauvais traitements et, pour certaines d'entre elles, vont jusqu'à affirmer avoir été torturées. Alors, lorsque je me suis interrogé sur ce service central de recherche et d'investigation criminelle, j'ai constaté que c'est un corps de la gendarmerie nationale dont, et son nom l'indique, les compétences premières sont les recherches et les investigations. Ces prérogatives sont définies par décret. Il y a un décret, en effet, c'est le décret numéro 2016-001-PR, portant réorganisation de la gendarmerie nationale. Donc sur le plan purement légal, ce service n'a pas vocation à intervenir dans les opérations de maintien de l'ordre, ni à se substituer à la police judiciaire, sauf, et c'est prévu en effet dans le décret, lorsqu'il y a une réquisition à cet effet de celle-ci. Autrement dit, il y a ici quand même quelque chose qui qui interroge, c'est que fait ce service central de recherche et d'investigation criminelle dans le cadre d'interpellations, d'interrogatoires de personnes civiles qui participaient à des manifestations et qui ont été ainsi arrêtées et détenues au sein des locaux de ce service central de recherche et d'investigation criminelle. D'ailleurs, il y a un cas connu, en décembre 2018, 16 militants du PNP ont été gardés à vue pendant près de 26 jours dans ce service, selon leurs affirmations. Ils affirment également avoir subi différentes formes de torture et de mauvais traitements. Et durant leur détention au sein de ce service, évidemment, ils n'ont pu recevoir de visite ni de leur famille, ni de leurs avocats. Et ensuite, ils ont été transférés récemment le 15 janvier 2019, à la prison centrale de Lomé. Donc là, il y a un exemple qui démontre que ce service ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Et j'aurais voulu avoir ici des explications de votre part concernant justement le rôle, la fonction et surtout les allégations qui sont avancées au regard de ce service. Ensuite, nous avons également été interpellés, et déjà en 2012, sur l'usage de la force par des agents chargés de l'application de la loi. Alors, lorsque nous avions établi notre liste de questions, nous avions repris un certain nombre de points sur ce sujet et nous vous avions demandé notamment de donner des informations sur les initiatives prises par l'État pour mettre en place des mesures efficaces propres à éviter que tout acte de torture et d'autres formes de mauvais traitement, y compris l'usage excessif de la force, ne soit commis par des agents publics, notamment au moyen de sanctions pénales, etc. Donc là, je vous renvoie au paragraphe 12 de nos questions. Et nous avions également demandé des résultats concernant plusieurs enquêtes. En effet, nous avions demandé des résultats concernant la situation et les enquêtes qui découlaient d'un usage disproportionné de la force. Donc là, encore une fois, les noms sont mentionnés au paragraphe 12 de notre liste de questions. Dans votre réponse, donc en 2018, vous affirmez qu'un décret a été adopté, première mesure, portant réglementation et rétablissement de l'ordre. Vous avez ensuite fait état de différentes mesures législatives, renforçant les sanctions contre les auteurs de violences parmi les membres des forces de l'ordre, parmi les membres des militaires, parce qu'il y a eu aussi un code de justice militaire qui a été adopté. Bref, il y a ici un certain nombre d'éléments qui sont avancés. Néanmoins, les questions sont lacunaires, c'est-à-dire que, concernant les situations individuelles qui étaient portées à votre connaissance dans cette liste de questions, eh bien, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse et, j'irai plus encore, il y a un silence qui est révélateur, c'est-à-dire qu'on peut en déduire qu'aucune enquête, aucune mesure n'a été effectivement adoptée à la suite de ces interrogations et je demanderai ici à l'État partie justement de porter à notre connaissance au regard de ce paragraphe 12 de la liste de points établis avant rapport, eh bien, la situation effective des personnes qui sont mentionnées.
Ensuite, toujours dans le cadre de ces allégations de mauvais traitement, il y a, et nous avons eu un dialogue avec la société civile hier, et nous avons également eu connaissance d'un certain nombre d'informations dans leur rapport présenté à notre comité. Nous avions demandé à ce que l'État, sur ces allégations de torture, nous présente les enquêtes et les poursuites engagées. De nous indiquer si des agents des services de sécurité, qui avaient été reconnus coupables de ces actes, avaient été relevés de leurs fonctions. Et là, dans votre rapport, il y a deux éléments qui posent ici problème. Le premier, c'est que vous ne répondez pas à la question. Le deuxième, c'est que vous nous dites, dans votre rapport périodique, au paragraphe 106, depuis l'adoption du nouveau code pénal, il n'y a pas eu de plainte pour torture. Alors ici, il y a peut-être une mauvaise compréhension, c'est-à-dire que la question ne portait pas uniquement après le nouveau code pénal, elle portait de 2012 jusqu'à 2015, et ensuite de 2015 jusqu'à 2019. Autrement dit, avant l'adoption du code pénal et après l'adoption du code pénal. Autrement dit, ici, je vous demanderai peut-être de revoir un peu la chose. Ensuite, en ce qui concerne le temps après le code pénal, donc depuis 2015, vous nous dites donc il n'y a pas eu de plainte pour torture. Et là, lorsque nous reprenons les rapports de la société civile, et qui se basent en plus sur des procédures effectivement ouvertes, il y a eu 16 plaintes de victimes d'actes de torture qui ont été déposées en juillet et septembre 2018, par exemple, devant le tribunal de Lomé, mais aucune n'a été instruite, malgré des relances répétées des conseils et des ONG. Donc là, est-ce que nous pourrions avoir de votre part une explication concernant le traitement qui a été réservé à ces 16 plaintes et qui sont également documentées dans les rapports de la société civile? Et là, de façon plus générale, la situation telle qu'elle apparaît à la lumière de ces faits conduit un certain nombre de commentateurs et surtout de membres de la société civile d'affirmer que dans le cadre de la pratique au Togo, la politique au Togo, il y a une impunité quasi totale. C'est-à-dire qu'en matière de torture, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procédure, et pire encore, les personnes qui sont condamnées ne le sont pas, et certains responsables se voient même promus. Alors ici, il y a quand même une allégation qui est assez grave, et j'aimerais que vous puissiez y répondre, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut affirmer qu'en matière de torture, les auteurs d'actes de torture au Togo bénéficient d'une impunité complète? Alors je sais que c'est peut-être très général comme interrogation, néanmoins il y a ici de nombreuses affirmations de la société civile, de rapports, et le rapport du SPT également en fait état, qui mettent en lumière ce sentiment général d'impunité. Et d'ailleurs, on peut ici revenir un peu sur une histoire un peu récente. Je dirais que 10 ans après les exactions d'avril 2005 dans votre pays, il y avait donc la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, et celle-ci avait demandé, invité l'État à rechercher, je la cite là, rechercher, poursuivre et sanctionner les auteurs présumés d'actes de torture et de mauvais traitements. Et dans le cadre des suites apportées, sur 72 plaintes déposées par les familles des victimes auprès des tribunaux togolais, aucune n'a été traitée à terme par l'autorité judiciaire. Un seul juge a commencé à instruire les plaintes en écoutant plusieurs victimes. Cependant, ce juge a été muté et l'investigation n'a donc pas été menée à son terme. Autrement dit, déjà, à ce moment-là, il y avait une première difficulté. Ça découle du précédent dialogue que nous avions eu avec vous. Ensuite, entre avril 2009 et août 2012, il y a une nouvelle série d'événements politiques qui ont été réprimés dans votre pays. Il y a eu une trentaine de personnes qui ont été accusées de préparer un coup d'État, puis détenues pendant 2 ans au secret dans des conditions qui ont été particulièrement difficiles. Et un rapport d'enquête de la CNDH sur ces allégations d'actes de torture mettant en cause un certain nombre d'officiers et de sous-officiers de l'armée togolaise a été rendu public en février 2012. Vous connaissez ce rapport et j'y reviendrai dans la mesure où il a eu d'autres suites. Et là, à la suite de ce rapport,
et de la présentation au public de celui-ci, il n'y a eu aucune mesure qui a été prise. Aucune mesure prise. Alors, vous dites à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, l'État a procédé à des réparations. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, dans votre discours liminaire. Vous avez versé 532 millions de francs CFA aux victimes, comme, d'ailleurs, c'était demandé par une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Néanmoins, il n'y a eu que cette réparation et je dirais que les personnes qui sont victimes d'actes de torture doivent pouvoir bénéficier d'autre chose que d'une seule indemnité. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos précédentes recommandations, nous avions demandé à ce qu'il y ait justement d'autres mesures. Et la première d'entre elles, celle qui est attendue, c'est la poursuite des auteurs. Et rappelez-vous, lorsqu'on vous présentait la chose de la façon suivante, conformément à son engagement lors de l'examen périodique universel, nous demandons, donc le comité, à l'État togolais de mettre fin à l'impunité des personnes qui ont commis des actes de torture en ouvrant des enquêtes crédibles, promptes et impartiales sur toutes les allégations d'actes de torture ou de mauvais traitements commis par les agents des services de sécurité ou autres, en particulier dans les locaux de l'ANR en 2009, et le cas échéant, punir les coupables conformément à la gravité de leurs actes. Et là, nous n'avons pas véritablement d'éléments qui nous permettent d'affirmer que cette recommandation, qui était plus même une demande instante, a été effectivement respectée par l'État togolais. Donc là, il y a donc ce sentiment d'impunité qui se matérialise encore et qui se retrouve d'ailleurs dans d'autres cadres. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en mai 2018, l'a relevé. Elle l'a relevé, elle a adopté une résolution même disposant qu'elle condamne fermement toutes les arrestations, tortures, détentions arbitraires et demande que des enquêtes impartiales et indépendantes soient menées en vue d'identifier les auteurs présumés de ces violations afin qu'ils soient jugés dans le respect de la loi. Donc, même après cette demande, toujours rien. Donc, pourquoi rester dans cette position de passivité dans la mesure où tous les cas sont documentés, tous les cas sont portés à la connaissance des autorités nationales. Et d'ailleurs, toujours pour ces cas, dans le cadre de notre liste de questions, nous vous avions demandé des statistiques. Alors comme vous aviez affirmé préalablement qu'il n'y avait pas de plainte pour acte de torture, il est évident que les statistiques n'étaient pas susceptibles de pouvoir être avancées. Néanmoins, des ONG ont pu élaborer des statistiques. Et nous avons ainsi de nombreuses situations qui ont été portées à la connaissance des juges, mais qui n'ont jamais ni donné lieu à des enquêtes, ni d'ouverture de procédure, et encore moins de condamnation. Donc, j'attends de votre part sur ce sujet un certain nombre de précisions. J'en viens maintenant à la répression de certaines manifestations. Alors, depuis 2017, l'État togolais est confronté à des mouvements populaires qui, selon de nombreux rapports, ont très souvent été réprimés dans la violence. Le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme estime même qu'en 2017, 95% des personnes arrêtées au cours des manifestations en tant que manifestants ou non manifestants et celles arrêtées après les manifestations ont témoigné avoir été victimes de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc ils sont déjà arrêtés pour avoir manifesté ou pour être présents lors d'une manifestation et après cette arrestation font l'objet de mauvais traitements. Et là, je voudrais ici avoir la réaction de l'État sur un certain nombre d'affirmations qui sont présentes dans des rapports de la société civile. Dans un communiqué signé le 6 septembre 2017, Amnesty International a affirmé la chose suivante. Les forces de sécurité ont tiré sur la foule avec des fusils à pompe et utilisé des grenades lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Dans son rapport 2017-2018, Amnesty précise également que le 28 février, les autorités ont tiré à balles réelles pour disperser des personnes qui s'étaient rassemblées spontanément à Lomé, sa capitale, afin de dénoncer la hausse des prix des produits pétroliers. Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessés. Donc là, il y a déjà deux affirmations et j'aurais voulu avoir ici votre réaction. Ensuite,
La plupart des manifestations qui ont été réprimées par les forces de l'ordre ont engendré aussi des décès. Et il y a ici de nombreux cas qui ont été portés à notre connaissance où l'usage excessif de la force a pu aboutir à la mort d'une personne. Nous avons le cas de ce mineur de 11 ans qui était apprenti mécanicien et qui a été tué par balle le 8 décembre 2018 devant son garage, alors même qu'il ne participait à aucune manifestation. Son nom, c'est Moufidou Idrissou. De la même manière, une personne de 27 ans est décédée par balle le samedi 8 décembre 2018, donc le même jour. À l'appel de la coalition de 14 partis d'opposition, il était sorti manifester. Et donc, son corps a été retrouvé. Donc là, il y a deux cas avancés par la société civile et sur lesquels je vous demanderai de réagir. Ensuite, il y a des cas de personnes qui ont été retrouvées mortes après avoir été interrogées. Donc là, il y a, par exemple, M. Saïbou Ouro Gao, environ 45 ans, qui est décédé le dimanche 9 décembre, donc le lendemain de la manifestation, des suites des bastonnades par des militaires déployés à Sokodé le 8 décembre 2018. Et il y a d'autres situations identiques. Donc là, j'aurais aimé également avoir, non pas simplement votre position, j'espère qu'elle est ferme par rapport à cela, néanmoins, savoir quelles sont les mesures effectivement prises par les autorités pour faire la lumière sur ces situations. D'autant plus que là, nous parlons de répression de manifestations politiques, mais on constate que ces mêmes faits portent également sur des défenseurs des droits de l'homme ou sur des journalistes. Et nous avons ainsi un certain nombre de cas qui ont été portés à notre connaissance et qui, en effet, font état de menaces, d'agressions, d'intimidation, de détention arbitraire, de mauvais traitements sur des défenseurs des droits de l'homme. Donc il y a plusieurs membres, par exemple, des mouvements Nububuek, en aucun cas, ou encore le Front citoyen Togo Debout, qui ont rapporté que des membres de leur mouvement avaient fait l'objet de mauvais traitements. Donc là, j'aurais également aimé savoir si des mesures étaient effectivement prises pour faire la lumière sur ces allégations et déterminer la responsabilité. De la même manière, des journalistes ont été victimes d'actes d'intimidation dans le cadre de la couverture médiatique des manifestations. Par exemple, le 7 septembre 2017, un agent des forces de l'ordre a confisqué la caméra d'un journaliste parce qu'il filmait les forces de l'ordre. Donc là, je dirais que c'est une confiscation, c'est une atteinte à la liberté d'informer, mais d'autres se sont vus bastonnés par les forces de l'ordre dans la mesure où ils filmaient ce qu'il ne fallait peut-être pas filmer. Donc voilà en ce qui concerne ces allégations et les différentes procédures qui devraient être ouvertes pour faire la vérité pleine et entière sur ces faits.